Bonjour à tous, bienvenue au Muséum Aquarium de Nancy. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? J'aurai les réponses sur la tablette, donc... Ok, tout est bon apparemment. Bienvenue au Muséum Aquarium de Nancy. On est en direct des galeries du muséum. Je ne suis pas seule. Je suis avec Franck qui s'occupe de la technique et qui est sur le film. Et avec Dominique Chardard, donc, qui est notre directeur scientifique et maître de conférence à l'Université de Lorraine, qui va faire cette conférence aujourd'hui avec ou sans sexe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit chat qui vous permet de poser toutes les questions et de mettre des petits commentaires si vous voulez nous dire que ce qu'on fait c'est super. Voilà, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Dominique. Bien, bonsoir à tous. Eh bien, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition, cette deuxième conférence en direct des galeries du Muséum Aquarium. Alors, je profite de l'occasion pour remercier Franck et Justine qui s'occupent de toute la partie logistique de ces conférences. Et sans qui, bien sûr, on pourrait pas vous proposer ces animations. Alors, le sujet de ce soir, avec ou sans sexe, on va parler effectivement de reproduction. Alors, la reproduction, c'est une des fonctions, on va dire, essentielles, très caractéristiques du vivant. Tout être vivant est caractérisé par le fait qu'il peut se reproduire et qu'il va présenter, on parle d'un métabolisme, il est capable de réaliser des réactions chimiques. Et on va voir ce soir que cette reproduction peut se dérouler sous deux principales modalités, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Alors, si on regarde dans l'aquarium derrière moi, eh bien, vous avez tout un tas d'organismes dont on a déjà un petit peu parlé la dernière fois. Et tous les animaux que vous avez ici sont capables de se reproduire de façon sexuée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par reproduction sexuée? Eh bien, classiquement, quand on parle de reproduction sexuée, on pense tout de suite à mâle et femelle. Alors, vous avez par exemple ici le labre oiseau version femelle, là, en brun, avec le nez bien allongé. Et vous avez la version mâle, ici, en bleu. Voilà, ils sont côte à côte, l'un à côté de l'autre. Donc là, c'est la même espèce, avec le mâle et la femelle. Alors on pourrait se dire, la reproduction sexuée, c'est à partir du moment où on a un mâle et une femelle. Alors, pas tout à fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On peut avoir effectivement des organismes qui sont à la fois mâles et femelles. On parle d'organismes hermaphrodites. Le ver de terre, par exemple, est hermaphrodite. On peut avoir également des organismes qui sont hermaphrodites, mais hermaphrodites successifs, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord d'un sexe, et ensuite ils vont changer de sexe pour passer à l'autre sexe. Le fameux labre oiseau que vous venez de voir dans l'aquarium, eh bien, il se trouve qu'il s'agit d'un hermaphrodite successif. On aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois, lors de la prochaine édition de ces conférences en direct. Alors, donc, définir la reproduction sexuée par la présence de mâles et de femelles, c'est pas suffisant. En fait, ce qui va vraiment caractériser la reproduction sexuée, c'est le fait que les individus ne vont transmettre à leurs descendants que la moitié de leur patrimoine génétique, la moitié de leur information génétique.
effectivement, hein, c'est quelque chose que vous connaissez bien dans l'espèce humaine, hein, les enfants ne sont pas strictement identiques à leurs parents, mais c'est toujours une combinaison, hein, des caractères, hein, du père et de la mère. Chacun des parents donc transmet la moitié de son information génétique. Les scientifiques, hein, parlent de méiose. On définit la reproduction sexuée à partir du moment où on a une méiose. Alors si on symbolise ça de façon schématique, la reproduction, on aura donc la version avec sexe ou la version sans sexe. Donc, si mon individu ici, c'est la femelle, j'ai ici mon individu mâle, les deux vont se reproduire pour engendrer des descendants. On va prendre deux descendants, à nouveau une femelle et un mâle. Et comme je vous l'ai dit, ce qui caractérise cette reproduction sexuée, c'est le fait que les descendants vont être différents des parents. On a donc, en cas de reproduction sexuée, une variation. Une variation qui est très importante pour l'évolution. On avait parlé la dernière fois de la biodiversité et de la biodiversité intraspécifique, la biodiversité qu'il y a à l'intérieur de chaque espèce, hein, tous les individus sont différents. Eh bien, le fait de se reproduire avec de la reproduction sexuée, hein, ça va augmenter cette diversité des individus à l'intérieur d'une espèce. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est plutôt la version sans sexe. Alors, revenons dans notre aquarium. Donc, je vous ai dit, tous les animaux qui sont ici, hein, sont capables de faire de la reproduction sexuée. Mais certains sont également capables de se reproduire de façon asexuée. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un seul individu qui va se reproduire tout seul, sans partenaire sexuel, et cet individu va engendrer deux descendants. Alors, qui peut faire de la reproduction asexuée dans cet aquarium? Eh bien, tous les coraux que vous avez ici, hein, font beaucoup de reproduction asexuée. On va le détailler tout à l'heure. Mais vous avez aussi les concombres de mer, hein, qui sont ces espèces de boudins noirs, hein, que vous avez ici au fond de l'eau. Alors les scientifiques appellent ça des holoturides, et le nom commun, eh bien, on appelle ça des concombres de mer. Eh bien, ces concombres de mer, hein, sont capables de se couper en deux, et chaque moitié va régénérer la partie qui lui manque. Et donc un individu peut en donner deux tout seul, hein, par reproduction asexuée. Alors, reprenons nos petits schémas. Dans le cas d'une reproduction sans sexe, donc asexuée, on a donc un seul individu qui va engendrer deux descendants. Mais cette fois-ci, on a affaire à des descendants qui sont strictement identiques. On parle dans la reproduction asexuée de reproduction clonale. Il n'y a cette fois-ci pas du tout de variation. Les descendants sont l'équivalent, hein, de clones du parent. Alors, chaque individu ici va pouvoir à son tour se reproduire pour donner à son tour deux descendants. Et ainsi de suite. À la génération suivante, chacun se reproduit et va donner à son tour deux descendants. On s'aperçoit, en déroulant ainsi le fil des générations,
que par rapport à la reproduction sexuée, eh bien, la reproduction asexuée paraît très avantageuse. Parce que si vous considérez que chaque individu peut donner deux descendants, ici, si on déroule le fil des générations, eh bien, si on considère à nouveau que chaque reproduction va donner deux descendants, eh bien, on aura à nouveau mâle et femelle, puis mâle et femelle. Et vous voyez que finalement, à la 4e génération, on se retrouve avec deux descendants, tandis que en cas de reproduction asexuée, on se retrouve avec 8 descendants. Ce déséquilibre entre les deux types de reproduction, les scientifiques appellent ça le coût du sexe. Alors le coût COUT, parce que la reproduction sexuée, ça coûte cher. Ça coûte cher du point de vue évolutif, parce que vous voyez qu'à chaque génération, c'est 2 fois moins efficace que la reproduction asexuée. Là réside le gros avantage de la reproduction sans sexe. C'est plus rapide et plus efficace qu'une reproduction avec sexe. Mais, comme on le verra, la reproduction sexuée présente le gros avantage de permettre de la variation. Ce qui n'est pas le cas avec la reproduction sans sexe. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de la reproduction asexuée pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a différentes modalités, comment est-ce que font les animaux pour se reproduire de façon asexuée. On va voir ça avec deux exemples ce soir, l'exemple des méduses et l'exemple des coraux. Alors on va se déplacer dans la galerie pour aller voir l'aquarium des méduses. Alors si certains d'entre vous avaient assisté au premier cours du mois dernier, eh bien on était devant cet aquarium des méduses, mais je ne vous en avais pas beaucoup parlé. Alors ici, on va parler un petit peu de ces méduses. Alors vous avez ici l'aquarium avec les méduses. Alors du point de vue technique, on appelle ça un aquarium de type Kreisel. Kreisel en allemand, ça veut dire rond, circulaire. Parce que vous voyez effectivement, l'aquarium est rond. Les méduses sont des organismes planctoniques, c'est-à-dire qui vont flotter entre deux eaux. Ce sont des organismes très gélatineux et très fragiles. Et donc dans un aquarium, il faut absolument éviter le frottement des méduses contre les parois de l'aquarium, où il faut éviter qu'elles se cognent contre des rochers, qu'elles se prennent dans les remous des pompes. Et c'est pour ça que pour pouvoir garder ces méduses en aquarium, eh bien très souvent on utilise ce type d'aquarium, donc type Kreisel, un circulaire, avec un mouvement circulaire de l'eau qui permet de maintenir ces méduses comme dans leur élément naturel, entre deux eaux. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est donc la reproduction de ces méduses. Alors, ces méduses, elles se reproduisent de façon sexuée. Alors ici, c'est une espèce très courante qui s'appelle Aurelia. C'est une méduse qu'on trouve dans presque tous les océans du monde. Et elle se reproduit de façon asexuée. Alors, si on regarde de près, vous voyez que dans l'ombrelle de la méduse, il y a quatre petites structures un peu en forme de fer à cheval. Et bien ça, ce sont les gonades de la méduse. Ce sont les testicules et les ovaires. Il y a des méduses mâles, des méduses femelles. Et ces méduses vont se reproduire par l'intermédiaire de spermatozoïdes et d'ovules, tout comme nous. Alors, où est le rapport finalement avec la reproduction asexuée? Eh bien en fait, ces méduses elles-mêmes, elles proviennent d'une reproduction asexuée. Le cycle de reproduction des méduses est assez compliqué. En fait, l'espèce peut se présenter sous deux formes différentes. En biologie, on parle de phases. Vous avez la phase méduse, ici, et puis vous avez la phase polype. Les polypes, ce sont des
animaux de quelques millimètres de haut qui, eux, vont se reproduire de façon asexuée. Et ces polypes, je vous le montrerai tout à l'heure sur des illustrations, ils vont se découper en tranches et chaque tranche va donner une petite méduse qui, en grossissant, va donner ces méduses adultes. Alors on va vous détailler ça un petit peu plus en allant dans les sous-sols du Muséum Aquarium. Alors la semaine dernière, on vous a préparé avec Franck et Justine une petite vidéo pour vous montrer un peu les coulisses du Muséum Aquarium et pour vous montrer la salle d'élevage des méduses, le cycle de... Donc nous sommes ici dans les sous-sols du Muséum Aquarium. C'est l'occasion pour vous de découvrir un petit peu les coulisses de l'établissement. Et ici, nous sommes plus particulièrement donc, dans la salle de production et d'élevage des méduses. Et je vais vous décrire un petit peu comment est-ce qu'on produit ces méduses. Alors comme je vous l'ai expliqué, en fait, les méduses au début de leur vie, ce sont de tout petits polypes. Vous avez ici sur cette illustration le cycle complet de vie de la méduse. Alors il y a une première partie de la vie qu'on appelle la vie benthique. Donc ce sont les polypes qui sont fixés au fond de l'eau, qui se reproduisent de façon asexuée. Je vous montrerai tout à l'heure, on appelle ça de la strobilation. Et ces polypes vont produire de toutes petites méduses qui vont constituer la deuxième partie du cycle, c'est ce qu'on appelle la vie pélagique, la vie en pleine eau. Donc ces petites méduses vont grossir et se reproduire de façon sexuée cette fois-ci pour redonner de nouveaux polypes. Alors nous sommes ici devant la table où on maintient les polypes. Ici, c'est le maintien à température ambiante, à peu près à 20 degrés. Vous voyez, il y a des supports, un petit grillage, parce que les polypes sont des organismes fixés. Ils ont besoin d'un support pour se développer. Dans ce bac, on produit un stress thermique, un choc thermique froid. On passe les polypes à une température de 12 degrés pendant 2-3 semaines et ce choc thermique va induire la reproduction asexuée, va induire la production des méduses. Alors une fois que les polypes ont produit les méduses, on récupère ces méduses et on va les passer dans ces petits aquariums spéciaux pour méduses. Vous voyez, le fond est circulaire, ça permet de créer des courants d'eau circulaires parce que les méduses sont des organismes très fragiles. Alors, différents aquariums de grossissement avec différents stades de grossissement des méduses. On les trie par taille pour favoriser un grossissement, un développement harmonieux de ces méduses. Alors ici, on a des toutes petites qui ont à peu près 1 ou 2 semaines. Et on a ensuite des un peu plus grosses, comme ici. Et ici, c'est la dernière étape du grossissement des méduses. Donc là, on a des méduses qui ont à peu près 1 ou 2 mois de vie. Ce sont des méduses qui sont pratiquement, on peut les considérer comme adultes et elles peuvent se reproduire de façon sexuée. Et là, ces méduses, la prochaine étape, c'est de passer dans l'aquarium de présentation au public. Alors nous voilà revenus dans les galeries du Muséum Aquarium. Donc après ce premier exemple de reproduction asexuée avec les méduses, on va voir un deuxième exemple avec cette fois-ci la reproduction asexuée que l'on peut observer chez les coraux. Alors ici vous avez différents coraux qui sont présentés dans cet aquarium. Alors vous voyez que les formes de coraux varient. Vous avez par exemple des coraux en arborescentes où la colonie va former
des doigts, hein, comme ces colonies un peu violettes. Hein. Donc là, c'est un genre qui s'appelle Stylophora. Et puis, vous avez des colonies qui sont beaucoup plus aplaties. On parle de colonies foliacées, comme celles qui sont au fond de l'aquarium, ici tout au fond. En fait, les coraux sont des organismes coloniaux, c'est-à-dire qu'ils vont former des colonies. Une colonie, la définition d'une colonie, c'est un groupement d'individus qui sont réunis, soit physiquement, hein, c'est-à-dire que les individus sont attachés entre eux, soit ils sont réunis par des liens sociaux. C'est ce qu'on peut observer, par exemple, dans une colonie de manchots, hein, dans l'Antarctique. Alors, cette forme de vie coloniale est due aux capacités de reproduction asexuée de ces coraux. En fait, les individus sur les coraux constituent de tout petits polypes qui ressemblent un petit peu aux polypes que vous avez vus dans la vidéo sur la reproduction de la méduse. Ce n'est pas tout à fait les mêmes polypes, mais le principe général est le même. Alors, si on regarde des squelettes de coraux, lorsque la colonie est morte, eh bien, il reste le squelette. Et chaque petit trou dans la colonie correspond à l'emplacement d'un individu. Alors ici, vous voyez, on a des individus qui sont vraiment tout petits. On peut avoir des colonies avec des individus qui sont plus gros. C'est le cas ici. Donc là, c'était l'emplacement d'un individu, un autre ici, un autre ici. Et tout l'ensemble forme une colonie. On passe en fait d'un individu à une colonie par bourgeonnement. C'est-à-dire que les individus peuvent bourgeonner de nouveaux individus pour faire grandir la colonie. Alors, suivant la forme et les modalités du bourgeonnement, eh bien, les colonies vont prendre différentes formes. On peut avoir des colonies arborescentes, hein, qui vont former des sortes de buissons, hein, comme ici. Ou on peut avoir des colonies qui vont former des massifs. Je vous remontrerai ça tout à l'heure dans la suite de la conférence. Alors ici, vous voyez, on appelle ça communément un cerveau de Neptune, parce que la surface fait penser aux circonvolutions que l'on a à la surface du cerveau. Et ici, vous voyez qu'on n'arrive pas à bien distinguer les individus, parce que le bourgeonnement, en fait, ne sépare pas complètement les individus. C'est ce qui va donner tous ces méandres très sinueux. Au lieu d'avoir des individus qui, comme tout à l'heure, sont bien séparés, hein, comme ici, eh bien, les individus ne se séparent pas complètement, si bien qu'on a ces formes très, très sinueuses. On peut avoir aussi des coraux qui sont solitaires, c'est-à-dire qui ne forment pas de colonies. Alors c'est le cas ici. Là, vous avez un squelette de corail, mais là, c'est un seul individu. Donc vous voyez que le polype, hein, quelquefois, peut être très gros. Hein. Ça, c'est le squelette d'un seul individu. La fente qui est ici, hein, c'était l'emplacement de la bouche de l'individu. Alors, on va retourner dans les sous-sols du Muséum Aquarium pour vous montrer, eh bien, là, cette fois-ci, c'est le bac où on peut produire des colonies de coraux, parce que le fait que ces coraux puissent se reproduire de façon asexuée et produire des colonies, eh bien, ça permet de les bouturer très facilement, hein, comme des végétaux. C'est ce que l'on va vous montrer dans ce deuxième petit film sur les coulisses. Alors nous sommes toujours dans les sous-sols du Muséum Aquarium et ici nous sommes devant le bac de bouturage des coraux.
Alors effectivement, les coraux se reproduisent de façon asexuée, c'est bien qu'on peut les bouturer comme des végétaux. Alors, que dire sur ce bac? Alors vous voyez, il est en plastique parce que là, il n'y a pas de nécessité de présentation au public. C'est un bac pas très profond pour qu'on puisse y accéder. Et pour les coraux, ce qui est très important, vous remarquerez les rampes d'éclairage avec un éclairage assez puissant. Je vous rappelle que les coraux sont des organismes qui hébergent des micro-organismes photosynthétiques. Et ces micro-organismes, pour la photosynthèse, ont besoin d'un éclairage très important. Donc avec cet appareillage, on peut régler très finement l'éclairage. On peut mimer la nuit, l'aube, le crépuscule. On peut même faire les phases lunaires. Phases lunaires qui d'ailleurs sont importantes pour la reproduction sexuée cette fois-ci. Deuxième chose dans ce bac, il y a bien sûr toute la partie filtration et il y a un brassage important. Alors ici on l'a coupé pour que vous puissiez voir plus facilement les boutures, mais le brassage de l'eau est quelque chose d'important aussi pour les récifs coralliens. Alors ici nous avons des boutures qui ont été faites très récemment. Ce sont des boutures qui ont été faites par les étudiants de la licence professionnelle aquaculture continentale et aquariologie qui sont venus ici pour se former sur le bouturage. Alors une bouture, c'est relativement simple, enfin le principe tout au moins. On prend un support sur lequel, avec une résine, on va coller un morceau de colonie. Et si la bouture prend bien, eh bien, la colonie va se développer et à terme va complètement recouvrir le support. Alors une fois que les boutures se sont bien développées, qu'on commence à avoir de belles colonies, comme par exemple les deux colonies qui sont ici, commencent à être bien développées, eh bien, le devenir de ces colonies, ça va être d'intégrer les aquariums de présentation au public. Voilà, donc c'était l'occasion pour vous de découvrir un petit peu les coulisses de l'établissement. Alors, avant de poursuivre la suite de la conférence par une partie un peu plus classique avec un petit diaporama où je vais rentrer un petit peu plus dans les détails techniques, on va faire une petite séance de questions puisque vous en avez déjà posé quelques-unes. Alors, on revient sur la partie plus tableau. Avec une question de Caroline Vanille. Cela signifie qu'il n'y a pas de maladie génétique dans les reproductions asexuées. Les mutations sont-elles possibles? Alors, les mutations, c'est quelque chose qui est indépendant du fait de se reproduire de façon sexuée ou asexuée. Une mutation, c'est quelque chose qui va modifier en fait, l'information génétique. Et ça peut se dérouler, ça peut se produire chez n'importe quel animal, aussi bien chez nous que chez une méduse, que chez un corail. Ensuite, cette mutation peut être transmise ou non à la descendance. Et on voit que dans le cas de la reproduction asexuée, c'est toute l'information génétique qui est transmise. Donc si le parent est porteur d'une mutation génétique, eh bien, elle est automatiquement transmise à la descendance. Par contre, en cas de reproduction sexuée, si l'individu est porteur d'une mutation, eh bien, comme il ne transmet que la moitié de son information génétique, eh bien, il y a en quelque sorte une chance ou une malchance sur deux pour transmettre cette mutation à la descendance. Ensuite, on a pas mal de questions sur les méduses pour savoir un peu ce qu'elles mangent, combien de temps elles vivent. Et il y a aussi une question de celle de table qui nous demande comment on procède du déplacement des méduses entre leur bac en bas, dans les sous-sols de l'aquarium, jusqu'au bac d'exposition. Alors, donc quelques précisions sur la biologie des méduses. Alors, le régime alimentaire. Eh bien, les méduses sont des organismes prédateurs. Elles ont des tentacules avec des cellules urticantes, des cellules qui sont capables d'injecter du venin
à la moindre proie qui va venir frôler les tentacules. Donc, sous l'action de ce venin, la proie est paralysée, voire même tuée, et les tentacules vont ramener la proie jusqu'à la bouche de la méduse qui va l'ingérer et la digérer. Donc les méduses sont des organismes prédateurs. Sur la durée de vie, alors ça dépend des espèces. Là, l'espèce que l'on présente au Muséum Aquarium, Aurelia, elle vit quelques mois, ça peut aller jusqu'à 1 an et demi maximum. Maintenant, dans la nature, vous avez des méduses qui sont de taille beaucoup plus importante et qui peuvent vivre plus longtemps. Sur le transfert ensuite des méduses, alors là, il faudrait demander confirmation auprès des collègues qui s'occupent de l'entretien des aquariums. C'est un transfert avec précaution. Donc, il faut introduire en fait un récipient dans l'eau pour arriver à prendre la méduse, mais sans la toucher, parce qu'on ne peut pas l'attraper avec une épuisette, parce qu'évidemment, sinon, elle va être abîmée. Donc, on l'attrape en fait avec un seau pour la transporter et, pareil, on la dépose assez délicatement dans l'aquarium définitif. Donc, le transfert des méduses, surtout quand elles sont grandes, parce que quand elles sont tout petites, on peut les aspirer avec des petites pipettes. Mais quand elles sont grandes, il faut prendre des récipients pour éviter au maximum de les toucher. Donc il y a beaucoup de questions. Il y a aussi pas mal de questions sur les coraux, dont Ufini qui nous demande en quoi la phase lunaire est importante pour la reproduction des coraux. Alors, là, il s'agit de la reproduction sexuée. Les coraux, on va en reparler juste après, les coraux pratiquent beaucoup le bourgeonnement et d'autres formes de reproduction asexuée. Mais ces coraux peuvent se reproduire aussi de façon sexuée, en émettant des gamètes, des spermatozoïdes et des ovules. Et donc, ces spermatozoïdes et ces ovules sont rejetés directement dans l'eau de mer. Et la fécondation va avoir lieu dans l'eau de mer. Alors, ça dépend un peu des espèces. Il y a certaines espèces de coraux où les spermatozoïdes vont venir dans les coraux femelles pour féconder les ovules, mais il y a une phase où les gamètes sont dispersés dans l'eau de mer. Et ça, pour les espèces qui pratiquent de cette façon-là, il est très important de synchroniser la reproduction. Il est très important que les mâles et les femelles émettent leurs gamètes en même temps. Parce qu'évidemment, ces spermatozoïdes et ces ovules, dans l'eau de mer, ils vont avoir une durée de vie assez limitée. Il faut qu'ils puissent se rencontrer. Sinon, les courants vont disperser tout de suite les spermatozoïdes et les ovules. Et donc, lorsque on pratique de cette façon-là pour se reproduire, il faut que l'émission des gamètes ait lieu au même moment. Et très souvent, ce sont les phases de cycle lunaire qui contrôlent les phases de reproduction des animaux marins qui rejettent leurs gamètes directement dans l'eau de mer. C'est là où le cycle lunaire est important. C'est pour synchroniser l'émission des gamètes dans l'eau de mer. Alors, on va continuer la conférence avec un support un petit peu plus classique, avec un petit support diaporama, où je vais vous donner un peu plus d'indications, d'informations sur la reproduction asexuée. Alors, tout d'abord, la reproduction asexuée, donc je vous ai montré sur le tableau le principe général, on a un individu qui va donner 2 individus tout seul, sans le secours d'un partenaire sexuel. Alors, ça peut se produire de différentes façons. Il peut y avoir ce qu'on appelle le bourgeonnement. Le bourgeonnement, c'est quand un individu va présenter une petite excroissance, un bourgeon, qui va grandir, se développer en un nouvel individu. Et ce nouvel individu peut rester accroché, peut rester attaché à l'individu de départ, ou éventuellement, il peut se détacher complètement pour aller s'établir ailleurs. Alors, les éponges font beaucoup ça. Vous avez ici une photo d'une éponge qu'on appelle l'orange de mer.
Et vous voyez toutes les petites structures qu'il y a à la surface, hein, tous les petits ronds, eh bien, tout ça, ce sont des bourgeons qui, à terme, vont se détacher de cette éponge pour aller donner une éponge un peu plus loin. Alors là aussi, les éponges, hein, ce sont des organismes que l'on peut bouturer. Hein. Si vous coupez une éponge en deux, vous obtenez deux éponges. Hein. Si vous la coupez en 5, vous obtenez 5 éponges. C'est utilisé très fréquemment, enfin c'est utilisé couramment hein, pour produire l'éponge de toilette. Les éponges de toilette, il en existe des naturelles. Vous en avez une photo ici. Hein. C'est vendu sous le terme éponge naturelle. Et pour cultiver ces éponges, eh bien c'est très simple. Il suffit de les bouturer, de les couper en morceaux et puis d'attendre qu'elles se redéveloppent hein, toutes seules. Alors ce bourgeonnement peut donner aussi, chez les espèces d'eau douce, des bourgeons internes. Alors ce sont les tout petits ronds blancs que l'on voit à travers cette éponge en eau douce. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle des formes de résistance. En eau douce, le problème, c'est l'hiver où l'eau peut geler. Et donc, les éponges vont complètement disparaître. Et donc, avant l'hiver, les éponges d'eau douce hein, peuvent produire ces petits bourgeons qui vont résister à l'hiver. Et lorsque le printemps revient, eh bien, ces petits bourgeons vont redonner de nouvelles éponges. Alors, le bourgeonnement est aussi très répandu chez les cnidaires. Alors, les cnidaires, c'est la famille où l'on trouve les méduses, les coraux, etc., les anémones de mer, hein, tous ces organismes-là qui piquent grâce à leurs cellules urticantes. Donc, ici, vous avez différentes phases de bourgeonnement. Donc là, on a un seul individu, hein, un petit polype. Puis, sur la photo du milieu, on voit un bourgeonnement qui produit un deuxième individu. Et puis, sur la photo à droite, hein, eh bien, on a 4 individus. Et là, on a le début d'une petite colonie. Donc ça, c'est le bourgeonnement. On peut avoir aussi la scissiparité. Alors, la scissiparité, c'est un terme scientifique un peu compliqué, tout simplement pour dire que l'individu va se couper en deux. Le concombre de mer que je vous montrais dans l'aquarium tout à l'heure, eh bien, il est capable de se couper en deux et chaque partie va régénérer la partie qui lui manque. Alors, les colonies de coraux peuvent faire ça également. Alors, attention, ça c'est ce qu'on observe uniquement chez les coraux qu'on appelle les coraux mous, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un squelette calcaire. Hein, parce qu'évidemment, avec un squelette calcaire, on ne peut pas couper en deux le squelette. Hein. Donc ça, ce sont les coraux mous, comme ici, hein, qui peuvent se couper en deux par scissiparité. Hein. On voit les deux morceaux de colonie hein, qui sont encore attachés hein, par un petit pont hein, qui va se rompre à terme pour donner 2 colonies différentes. Autre modalité de reproduction asexuée, c'est ce qu'on appelle la strobilation. Alors la strobilation, c'est le fait de se découper en tranches. C'est ce que fait le fameux polype qui donne les méduses. Alors vous avez ici observé à la loupe un petit polype qui évoluera par la suite en méduse, hein, comme ceux que vous avez vus sur la petite vidéo tout à l'heure. Et ici, vous voyez un polype qui est en train de strobiler, hein, c'est-à-dire de se découper en tranches. Et chacune de ces tranches hein, va donner une toute petite méduse au départ, hein, qui fait à peine 2-3 mm de large. Alors on appelle ça, les scientifiques appellent ça une éphirule. C'est une toute petite méduse qui va grossir pour arriver au stade adulte. Alors ici, vous avez par exemple, hein, sur une plaque de verre, parce que c'est obtenu en culture, hein, tous des polypes qui sont en train de strobiler, en train de se découper en tranches hein, pour donner des petites méduses. Alors les méduses font de la strobilation, mais vous avez aussi des vers qui sont capables de faire ça. Alors ça, on n'en a pas dans les aquariums, hein, ce sont des organismes
pas forcément facile à élever. Donc là, vous avez un individu, un ver marin. Vous voyez, vous pouvez admirer ces couleurs très chatoyantes. Et vous voyez, il forme de nombreux individus qui, à terme, vont se séparer pour donner tout un tas de nouveaux individus. Et donc ça, c'est de la reproduction asexuée par strobilation. Alors, bon, la reproduction asexuée peut se produire de différentes façons, mais quel est l'intérêt finalement? Parce qu'on l'a vu, je vous l'ai montré sur le tableau, alors certes c'est rapide, c'est plus efficace que la reproduction sexuée, mais il n'y a pas de variation. Alors voyons un petit peu les intérêts. Eh bien, la reproduction asexuée va permettre la vie coloniale. Et là, je vais prendre l'exemple des cnidaires et l'exemple des coraux plus particulièrement. Donc, sur ce schéma, vous avez en fait un exemple de colonie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une colonie, c'est un groupe d'individus qui sont associés, soit physiquement, ils sont reliés anatomiquement entre eux, soit ils sont reliés par des interactions sociales. Là, vous avez différents exemples de colonies où on voit les différents individus. Donc voilà un petit polype avec ses tentacules, le polype voisin dans toute la colonie. Ici, c'est du corail rouge, avec à la surface les petits polypes. Alors, ok, bon, une colonie, c'est bien, mais c'est quoi l'intérêt de vivre en colonie? Eh bien, ça permet de mettre en commun des moyens pour l'alimentation. Lorsqu'un polype va attraper une proie, eh bien c'est toute la colonie qui en profite. En effet, je vous ai dit que les polypes étaient reliés entre eux, et c'est leur tube digestif qui est relié entre eux. Vous avez ici 3 petites photos qui vous montrent. Alors, c'est un tout début de colonie. En fait, il y a 2 polypes, et il y en a un ici, à gauche, qui a attrapé une petite larve planctonique. C'est une petite larve de crustacés qui rentre dans la composition du plancton. Donc c'est tout petit. Et ici, le polype est en train d'avaler cette larve, cette proie. Et vous voyez que la couleur orange, on la retrouve également dans le tube digestif de l'autre polype. Ce qui vous montre bien que, effectivement, ces individus sont physiquement attachés entre eux et reliés par leur tube digestif. Donc voilà l'intérêt de la colonie, c'est que vous avez en fait tous les polypes qui sont susceptibles de mettre en commun ce qu'ils attrapent. Tout ce qui est attrapé par un polype va profiter à l'ensemble de la colonie, ou tout au moins aux polypes directement voisins. La vie coloniale permet aussi de mettre des moyens en commun pour la reproduction sexuée. Je répondais à l'une de vos questions tout à l'heure sur la reproduction sexuée des coraux. Il faut imaginer qu'un polype, lorsqu'il est tout seul et qu'il rejette ses spermatozoïdes ou ses ovules, il va en rejeter une toute petite quantité dans l'eau. Et donc, si la quantité de spermatozoïdes ou d'ovules est très faible, les chances de fécondation sont également très faibles. Par contre, quand vous avez toute une colonie avec tous les individus, comme ici sur cette photo, qui relarguent ensemble leurs gamètes, leurs spermatozoïdes et leurs ovules, ça maximise les chances de fécondation. Alors effectivement, au moment de la reproduction, vous avez des nuages de gamètes qui sont susceptibles de même colorer la mère, tellement les gamètes émis sont nombreux. La vie coloniale va permettre également d'occuper l'espace plus rapidement. Alors ça peut paraître surprenant, mais dans un récif corallien, c'est la guerre. C'est la guerre entre les coraux, c'est la guerre pour la surface. Alors, je vous rappelle, je veux vous détailler un petit peu plus ce que je vous ai présenté rapidement dans l'aquarium tout à l'heure.
les colonies peuvent présenter différentes formes. Ça dépend du mode de bourgeonnement. On peut avoir des colonies arborescentes, comme ici. On peut avoir des colonies foliacées. Ce sont les deux exemples que je vous ai montrés dans l'aquarium tout à l'heure. On peut avoir des colonies columnaires, où la colonie forme des colonnes. On peut avoir des colonies massives. Je vous ai montré un petit massif tout à l'heure sur un squelette, sous forme de squelette. On peut avoir des colonies laminaires. On peut avoir des colonies encroûtantes, où la colonie va former juste une croûte à la surface de n'importe quel support. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut avoir différentes formes de colonies. Et ces formes de colonies vont dépendre des conditions écologiques du milieu. C'est valable pour les différentes espèces, mais certaines espèces peuvent même présenter différentes formes en fonction, par exemple, de la profondeur. Alors, ce qui rend très compliqué l'identification des différentes espèces de coraux. C'est très difficile à identifier, à différencier les différentes espèces. Surtout, justement, quand les formes peuvent être différentes au sein d'une même espèce. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en biologie, les scientifiques parlent d'écomorphes, c'est-à-dire d'individus qui ont des morphologies, des formes différentes, suivant les conditions écologiques. Alors, du coup, la vie coloniale va permettre d'occuper rapidement l'espace, parce que les coraux, ce sont des organismes qui abritent des algues photosynthétiques unicellulaires dans leur tissu. Et donc ces algues ont un besoin impérieux de lumière. Et le corail, sans ces algues symbiotes, il ne peut pas se développer, il ne peut pas survivre. Et donc, le point important pour une colonie de corail, c'est d'arriver à capter suffisamment de lumière. C'est pour ça qu'il y a véritablement une guerre pour l'espace au sein des récifs coralliens. Alors, il peut y avoir différentes stratégies. Il y a par exemple ceux qui vont avoir une forme arborescente. Ça permet une croissance très rapide, de plusieurs centimètres par an. Ça permet d'occuper rapidement l'espace par rapport aux colonies concurrentes. Le désavantage, c'est que la colonie est fragile. Donc au bout d'un moment, ces colonies sont susceptibles de casser sous l'effet de leur simple poids ou sous l'effet de l'action des vagues ou des tempêtes. On va occuper rapidement l'espace parce que la croissance est rapide, mais par contre les colonies sont fragiles. A l'inverse, on peut avoir des formes très massives où la croissance est très lente. Là, c'est quelques millimètres par an seulement. On a découvert dans la nature des gros massifs comme ça de 8 à 9 mètres de diamètre où on estime que l'âge de ces colonies est de plusieurs centaines d'années. Parce que la croissance est tellement lente qu'il a fallu plusieurs centaines d'années pour former de tels massifs. Par contre, l'avantage, c'est que c'est à toute épreuve contre les vagues et contre les tempêtes. On peut avoir aussi donc les formes foliacées ou aplaties. Alors ça, c'est classique à profondeur un peu plus importante parce que là, ça va être la forme adéquate pour capter le maximum de lumière parce que plus on est en profondeur et moins les rayons lumineux pénètrent facilement dans l'eau. Donc, la vie coloniale pour les coraux permet une meilleure occupation de l'espace et une meilleure captation des rayons lumineux. Quand on y réfléchit, c'est exactement le même principe pour les arbres dans une forêt. Les arbres doivent croître rapidement, donc ils vont avoir un tronc assez long, sans branches, pour, une fois qu'ils sont à la surface de la forêt, pouvoir déployer leurs feuilles et capter les rayons lumineux. Eh bien, pour les coraux, c'est exactement le même principe. Alors, je parlais de guerre, on peut même avoir des agressions entre les colonies. Certaines colonies vont déployer des tentacules urticants ou des filaments, on parle de filaments mésentériques, ce sont des tentacules urticants pour attaquer les autres colonies.
Vous en avez ici une illustration hein, avec des tentacules qui sont assez longs pour attaquer les autres colonies. Ça peut entraîner des zones de nécrose. Sur cette photo, hein, vous avez 2 colonies d'espèces différentes avec une zone de nécrose hein, qui a été provoquée par les tentacules urticants de l'une de ces colonies hein, pour ainsi nettoyer le terrain pour pouvoir l'occuper à la place hein, de l'espèce concurrente. On peut avoir, alors là c'est assez particulier, on peut avoir une division du travail au sein de la colonie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle chez des organismes dont le nom est assez compliqué, on appelle ça les siphonophores. Alors ce sont encore des cousins des méduses et des coraux. Ce sont des colonies de polypes, mais qui flottent cette fois-ci. Elles ne sont pas fixées au fond de l'eau, elles flottent. Et au sein de ces colonies, eh bien, les polypes vont se spécialiser, les individus vont se spécialiser pour assurer une fonction bien particulière. Donc, dans cette photo, ici, vous avez en haut des polypes qui vont servir de flotteurs. Ils peuvent même se contracter pour permettre à la colonie, alors de nager, c'est beaucoup dire, hein, c'est plutôt pour permettre de rester entre 2 eaux. Vous avez des polypes qui vont servir de protection. Vous avez des polypes qui vont être spécialisés pour la reproduction. Et vous avez enfin des polypes, des individus, qui vont être spécialisés dans l'alimentation. Donc, ils vont capturer des proies et les digérer pour toute la colonie. Donc, vous voyez qu'au sein d'une colonie, on peut avoir une division du travail entre les individus. C'est exactement le même principe hein, dans une colonie d'abeilles ou dans une colonie de fourmis, hein, où vous avez la reine qui est la reproductrice, hein, les mâles, les reproducteurs, les soldats qui vont défendre la colonie, les nourrices, etc., etc. Alors, le grand avantage hein, de cette reproduction asexuée en milieu marin pour tous ces organismes, eh bien, c'est qu'elle va permettre une colonisation rapide des habitats favorables et stables. Parce que, comme je vous l'ai montré sur le tableau, eh bien, la reproduction asexuée, c'est plus simple, plus rapide, plus efficace que la reproduction sexuée. Parce que, comme je vous l'ai dit, la reproduction sexuée, ça coûte cher. Alors ici, vous avez différents exemples hein, de reproduction asexuée chez des coraux. Et dans la nature, on s'aperçoit en fait que on peut trouver des champs immenses de colonies qui correspondent en fait à des clones. Ce sont des colonies hein, qui se sont multipliées, qui se sont propagées de façon asexuée. Et ça marche bien dans les environnements qui sont stables. Parce que le défaut, c'est que comme il n'y a pas de variation, si jamais il y a une grosse variation climatique, par exemple, une grosse variation du milieu, eh bien, ça ne favorise pas l'évolution. Et donc, les individus, toutes ces colonies, hein, vont se retrouver sur le même pied d'égalité, finalement, par rapport à cette modification du milieu. Alors, je passe rapidement sur ce petit schéma, c'est juste pour vous montrer, alors la plupart de ces termes ne vous disent rien, hein, c'est ici les différents groupes animaux. C'est juste pour vous montrer que la reproduction asexuée, c'est pas si anecdotique que ça, hein. On en trouve chez les spongiaires, on en trouve beaucoup chez les cnidaires, hein, les coraux, les méduses, je vous ai parlé beaucoup de ça aussi. On en trouve chez des vers, on en trouve chez d'autres types de vers, on en trouve ici beaucoup chez des animaux qu'on appelle des bryozoaires, on en trouve aussi chez les échinodermes, hein, les concombres de mer, les étoiles de mer, et on en trouve également chez les cordées. Donc, cette diapositive, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas le mode de reproduction le plus développé dans le monde animal, mais c'est quand même pas négligeable non plus. Donc, en conclusion pour cette conférence hein, sur avec ou sans sexe, et plus particulièrement ciblée sur la reproduction asexuée, eh bien, le message qu'il faut retenir, c'est que cette reproduction asexuée, elle est quand même notablement présente dans le monde animal. Son gros avantage, c'est qu'elle est rapide, et donc elle permet une colonisation rapide des environnements stables. En revanche, elle ne permet pas la variation. Et c'est pour ça que
dans les groupes dont je vous ai parlé, vous voyez, il y a toujours un cycle, il y a toujours une combinaison des deux. Reproduction asexuée d'un côté pour coloniser rapidement les environnements stables, mais aussi des phases de reproduction sexuée pour assurer une certaine variation au sein de l'espèce. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ce premier volet sur la reproduction dans notre cycle de conférences, reproduction avec ou sans sexe. Alors pour la prochaine fois, on parlera de la reproduction sexuée cette fois-ci, et on verra qu'il y a beaucoup de variations dans ces modalités de reproduction sexuée avec beaucoup de stratégies différentes. Alors on va passer à quelques questions que vous nous avez posées. Alors oui, toujours beaucoup de questions. Alors on a Sophie Fix qui nous demande quelle est la vitesse de croissance des coraux. Alors la vitesse de croissance des coraux, ça dépend de deux choses. Ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui vont croître plus vite que d'autres. C'est ce que je vous citais à l'instant avec les colonies arborescentes qui ont en général une croissance assez rapide. Et là, ça peut aller jusqu'à plusieurs centimètres par an. Dans un bouquin, j'avais trouvé l'information que dans la nature, ils avaient pu mesurer même jusqu'à une dizaine de centimètres par an. Pour des organismes comme ça, avec un squelette calcaire, c'est assez rapide. Et à l'opposé, vous avez des colonies qui vont croître très lentement, de quelques millimètres seulement par an. Donc, premier point, ça dépend de l'espèce. Ça dépend du type de corail. Et deuxième point, ça dépend des conditions. Si les conditions sont très favorables, à ce moment-là, la croissance peut être plus rapide. Si les conditions sont défavorables, si l'eau est un peu froide, s'il n'y a pas beaucoup de lumière, s'il n'y a pas beaucoup d'éléments nutritifs, eh bien la croissance sera plus lente. C'est pour ça que vous avez les récifs coralliens qui sont très développés dans les zones tropicales, à faible profondeur, parce que ce sont les conditions idéales. Beaucoup de lumière, une eau chaude, beaucoup de brassage de l'eau, une faible profondeur, ça, ce sont les conditions idéales. Et dès que vous jouez en négatif sur l'un de ces facteurs, eh bien, évidemment, la croissance des coraux va être un peu plus lente. Ensuite, on a ST Bands qui demande « Les poissons ont-ils un rôle avéré sur le bon développement des coraux ?» Oui, tout à fait. Alors, ce sont les relations qui peuvent s'établir dans un écosystème. Alors, vous avez certains poissons qui ont un rôle négatif parce qu'ils vont se nourrir des coraux, ils vont brouter les coraux. Certains poissons, des poissons perroquets par exemple, ont des mâchoires qui permettent de brouter les coraux, mais d'autres ont une influence bénéfique. Alors, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas forcément, mais qui a été démontré dans la nature. Je vous parlais de l'importance du brassage de l'eau dans les récifs coralliens. Effectivement, quand vous avez des eaux qui sont bien brassées, avec beaucoup de vagues, beaucoup de courants, eh bien ça permet d'apporter de l'oxygène. Les coraux sont des animaux qui ont besoin de respirer et qui ont besoin d'oxygène. Et dans un massif corallien, eh bien évidemment, à un moment, quand les coraux se développent, au centre du récif corallien, eh bien, il n'y a pas forcément beaucoup de coraux, beaucoup de courants. Et donc finalement, ce sont des zones, on parle de zones anoxiques, ce sont des zones où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et on s'est aperçu que le déplacement des poissons au sein de ces récifs coralliens, eh bien, ça provoquait des courants d'eau et ça améliorait l'oxygénation de ces zones à l'intérieur des récifs coralliens. Et donc, ça a un effet bénéfique sur la bonne santé de l'écosystème corallien. Et on le voit bien aussi dans la nature, un récif corallien qui se porte bien, c'est un récif corallien où il y a bien sûr des coraux, mais il y a aussi des poissons. S'il manque l'un des deux partenaires, c'est mauvais signe pour les écosystèmes. Donc oui, les poissons ont un effet bénéfique sur les récifs coralliens. Et une petite dernière pour la fin. Une colonie peut-elle envahir une autre colonie, coloniser son squelette, ou est-ce qu'elle va juste la tuer ? Alors,
oui, comme je vous le disais, hein, c'est un petit peu la guerre pour l'espace. Et donc, une colonie va en fait est capable de supplanter une autre et de la recouvrir. Alors en fait, elle va se développer au-dessus de cette colonie, parce que une bonne partie des coraux hein, ont un squelette calcaire. Et donc, lorsqu'une colonie vient en supplanter une autre, eh bien, elle va la recouvrir, et puis elle va se développer dessus. Donc, évidemment, la colonie qui est dessous va mourir, mais son squelette calcaire reste. C'est pour ça que les récifs coralliens forment des gros massifs avec des dizaines, des centaines de mètres d'épaisseur. Ce sont ces dizaines, ces centaines de mètres d'épaisseur qui se sont accumulés au cours des milliers, voire des millions d'années d'évolution où le récif s'est développé. Et donc, oui, vous pouvez avoir hein, des colonies qui vont supplanter d'autres en se développant dessus, voire en les tuant, comme tout à l'heure, hein, certaines espèces hein, qui émettent des filaments urticants hein, pour nécroser les colonies voisines. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été encore nombreux ce soir, plein de questions très intéressantes. Donc on vous propose de nous retrouver dans un mois tout pile, le 17 mars prochain, sur, comme le disait Dominique, le même thème, avec la guerre des sexes, donc plutôt sur la reproduction sexuée cette fois-ci. À bientôt et bonne soirée à tous.